un hôtel familial se transforme en scène de crime. Il est le théâtre d'un viol et d'un meurtre d'une rare violence. Je n'avais jamais vu autant de sang. 10 étages, des centaines de suspects. Il s'amusait à narguer les enquêteurs. Les preuves ne manquent pas. J'ai été stupéfait du nombre de taches incrustées sur ce couvre-lit. Mais un élément désigne un homme que personne n'aurait soupçonné. C'était le diable en personne. Et la police fait tout pour le faire craquer. Amène-toi! Vas-y, je t'attends! Bonjour, merci de nous être fidèles. Voici un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. En 1970, l'inspecteur Neveu est chargé de résoudre l'affaire du tueur de l'Oise, sur laquelle ses collègues se sont cassés les dents. Alors que la police scientifique est encore balbutiante, Neveu a l'idée de situer sur une carte d'état-major l'endroit où les meurtres des 8 femmes ont été commis. Il constate que, reliées entre elles, les scènes de crime forment un cercle, dont le centre est occupé par une tombe dans un cimetière. Une certaine Madame Barrault, décédée quelques mois plus tôt, y repose. Neveu constate ensuite que Marcel Barrault, son fils, figure sur la liste de ces 400 suspects. Il obtient du juge d'instruction un mandat pour perquisitionner son domicile et il découvre l'arme du crime. L'affaire est bouclée en quelques jours. Cette affaire exemplaire montre qu'en dépit des technologies toujours plus pointues utilisées par les experts scientifiques, bon sens, méthode et logique restent les armes indémodables des enquêteurs et que souvent, rien ne saurait les remplacer. C'est également ce qui illustre l'affaire que je vais vous raconter maintenant. À Ouest des Moines, dans l'Iowa, tous les hôtels sont regroupés dans un même secteur. Leurs enseignes sont une invitation au repos pour les voyageurs de passage. Août 1993, depuis une dizaine de jours, Patricia Lang loge dans l'un de ces hôtels qui longent l'autoroute. Cette administratrice de base de données de 36 ans est sur le point de quitter Denver pour commencer un nouveau travail et une nouvelle vie. Elle recherchait activement un appartement ou une maison à louer. Une fois son pied-à-terre trouvé, elle projetait de déménager ses affaires de Denver jusque dans l'Iowa. Le lundi matin, l'une des femmes de chambre commence sa tournée. Service de nettoyage. Comme personne ne répond, elle entre dans la chambre 732 et commence à nettoyer la salle de bain. Ce n'est qu'au moment de faire le lit qu'elle remarque que Patricia est toujours dans la chambre. L'inspecteur Randy Honeyfeld, depuis 15 ans à la police de Ouest des Moines, est appelé sur la scène de crime. Le corps de Patricia Lang gisait par terre du côté gauche du lit. Elle était nue en dessous de la taille. Elle avait les mains attachées avec un morceau de drap ou de tête d'oreiller déchiré. Et elle avait un cintre et du tissu serré autour de son cou. L'expert scientifique Paul Bush est également dépêché sur place. J'ai vu beaucoup de strangulations dans ma carrière, mais là, la victime avait été bâillonnée et étranglée avec un cintre en métal. C'est vraiment sadique. Du linge récemment lavé est éparpillé un peu partout dans la chambre et sous le corps de la victime. Le linge a dû tomber du lit dans la lutte et a fini sous la victime. J'en ai déduit qu'elle venait de faire sa lessive. D'après les premières constatations, celui qui a tué Patricia l'a d'abord violée. Détail d'importance, il n'y a aucun signe d'effraction. La porte n'avait pas été enfoncée. La chambre était en ordre. Aucun objet n'avait apparemment été dérobé. Et son argent était toujours là. A-t-elle laissé entrer quelqu'un? Était-ce quelqu'un qu'elle connaissait qui lui rendait visite? Il n'y a pas d'empreinte, pas de témoins et pas de vidéosurveillance.
le meurtre de Patricia Lang s'annonce difficile à résoudre pour l'inspecteur Honeyfeld. C'était ma première affaire de meurtre et je me suis vite senti un peu dépassé. C'était la plus grosse enquête qu'on m'ait jamais confiée. Dans cette petite ville de l'Iowa, ce genre de meurtre est plutôt rare, surtout quand la victime est une femme à qui tout réussissait, comme Patricia Lang. Elle était très efficace dans son travail et d'ailleurs son projet d'installation dans la région résultait d'une promotion. Elle était très déterminée, très intelligente et s'exprimait avec aisance. Elle faisait la fierté de ses parents, ils l'adoraient et auraient fait n'importe quoi pour elle. D'après nos recherches, Patricia Lang semblait n'avoir aucun ennemi. Donc même en fouillant dans sa vie privée, il nous a été difficile de trouver des suspects potentiels. L'autopsie de Patricia révèle que le tueur a d'abord cherché à l'étrangler de ses propres mains, puis qu'il s'est ensuite servi d'une bande de tissu. Il y est finalement parvenu en s'aidant d'un cintre métallique qu'il a serré autour de son cou jusqu'à ce qu'elle meure. L'acte apparaît comme particulièrement haineux. Le sperme du tueur est prélevé sur le corps de la victime, mais la quantité est insuffisante pour pouvoir établir un profil génétique. Paul Bush s'intéresse alors au couvre-lit sur lequel l'agression a eu lieu, et il fait une découverte dont l'hôtel se serait sans doute bien passé. J'ai été stupéfait du nombre de taches incrustées sur ce couvre-lit. Quand on dort à l'hôtel, on ne se rend absolument pas compte de l'état de saleté des couvre-lits. Dans la plupart des établissements, ils sont multicolores. Et je comprends mieux pourquoi. Sur le lit, l'expert scientifique va identifier 106 taches, dont 38 sont des taches de sperme d'hommes différents. Manifestement, étant donné la quantité de sperme et le nombre d'ADN d'hommes et de femmes différents que j'ai pu identifier, le couvre-lit n'avait pas été lavé depuis très longtemps. Je pense que ça devait bien faire 1 an. Dans les années 1930, le professeur Edmond Locard, le père fondateur de la criminalistique moderne, avait codifié en ces termes l'analyse des scènes de crime, insistant sur le principe dit de l'échange. À l'occasion de son action criminelle, le meurtrier laisse des traces de son passage et emporte de la scène de crime des éléments. Cette observation, qui nous semble aujourd'hui évidente, contribua néanmoins au développement de la police scientifique. En ce qui concerne l'analyse de la scène de crime qui nous intéresse, nous avons appris que Patricia Lange avait eu les mains entravées, qu'elle avait été violée puis étranglée à l'aide d'un cintre métallique. Nous savons aussi que le tueur n'avait pas pénétré dans sa chambre par effraction et que le vol n'était pas le mobile du crime. Les enquêteurs disposent de très peu d'indices. Quelques traces de sperme, mêlées d'ailleurs à quantité d'autres sur un couvre-lit sale. Quelques années après les débuts de l'utilisation de l'ADN dans la recherche criminelle, les techniques d'extraction et d'analyse sont encore lentes, compliquées et coûteuses. Pendant que Bush s'occupe des analyses ADN, l'inspecteur Honeyfeld s'intéresse aux affaires personnelles trouvées dans la chambre de Patricia. La victime notait méticuleusement son emploi du temps quotidien dans son agenda. Curieusement, 4 jours avant sa mort, elle a cessé d'écrire. Ces dernières notes pourront-elles éclairer les enquêteurs sur l'auteur du crime et son mobile? Quand quelqu'un a l'habitude de noter ses faits et gestes, qu'il le fait de manière rigoureuse et régulière et que soudain, du jour au lendemain, il arrête totalement de le faire, c'est que quelque chose s'est passé dans sa vie. Reste à savoir quoi. Pour les enquêteurs, cela a peut-être quelque chose à voir avec son compagnon de longue date, un certain Toby Roycroft. Je ferais bien quelque chose qui sorte de l'ordinaire ce week-end, pas toi? Patricia et Toby étaient en couple depuis 12 ans, mais n'étaient pas mariés. Ils vivaient ensemble à Denver jusqu'à ce que Patricia décide d'aller s'installer dans l'Iowa. Elle voulait emménager dans l'Iowa parce que ça lui permettait de se rapprocher de sa famille dans le Wisconsin. Elle avait pris sa décision. À lui de voir s'il la suivait ou pas. Il faut que tu te décides. Le choix de carrière de Patricia
Aurait-il créé un gouffre entre eux? Il y avait des zones d'ombre sur la question de sa promotion et de son déménagement. Est-ce qu'il était venu la voir et que les choses avaient mal tourné? Lorsque la police contacte Toby pour l'informer du décès de Patricia, ce dernier se trouve à Denver. Les enquêteurs lui demandent de rester où il est. Ils vont venir l'interroger. Il a nié toute implication. Il aimait Patricia et il n'aurait jamais pu lui faire de mal. Quand lui avez-vous parlé? Il constate qu'il n'a pas d'alibi pour les heures ayant précédé et suivi la mort de Patricia. Il était seul chez lui et personne ne pouvait confirmer à quel endroit il se trouvait au moment du meurtre. Patricia Lange a été vue pour la dernière fois le 22 août dans l'après-midi. Son corps a été découvert dans la matinée du 23 août. Toby Roycroft aurait donc eu le temps de faire le trajet aller-retour en voiture entre le Colorado et Des Moines, pendant cette période assez longue où personne ne peut témoigner l'avoir vu. Ils ont vérifié ses relevés de carte bancaire pour voir s'il avait acheté de l'essence en route. Ils se sont renseignés auprès des compagnies aériennes pour savoir s'il avait pris l'avion. Si Toby a fait le voyage, il n'a laissé aucune trace. Pour prouver son innocence, il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Avez-vous tué Patricia Lange? Non. Mais les résultats ne sont pas concluants, ce qui ne fait qu'aiguiser les soupçons des enquêteurs. Des questions subsistaient sur son éventuelle implication et on ne pouvait pas le rayer de la liste des suspects. Alors que la police continue de fouiller dans la vie de la victime, elle trouve un document qui pourrait être le mobile de son meurtre. Toby Roycroft est le légataire testamentaire de Patricia. On s'est demandé si l'argent pouvait être le mobile, parce que Patricia Lange était plutôt économe et qu'elle avait réussi à mettre une belle somme de côté. Les enquêteurs pensent que le compagnon de la victime a pu vouloir récupérer cet argent d'une façon radicale. Convaincus que l'homme en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre, ils lui mettent un peu plus la pression. Acceptez-vous un second test? Ouais, je suis innocent. La police est allée jusqu'à lui demander de se soumettre une seconde fois au détecteur de mensonges. Et il nous a fourni un échantillon d'ADN. Le second test n'est pas plus concluant que le premier. Inventé au XIXe siècle, le gant volumétrique est considéré comme l'ancêtre du polygraphe ou détecteur de mensonges. Alors fabriqué à partir de latex, le caoutchouc naturel, le gant était enfilé sur la main du suspect et relié à un appareil permettant d'enregistrer les variations de pression artérielle. Alors celle-ci augmentait sensiblement si l'individu interrogé, déstabilisé par une question embarrassante, dissimulait la vérité. En un siècle, des progrès considérables ont été réalisés dans la conception des polygraphes, bourrés aujourd'hui de capteurs et d'électronique. Pour autant, bien que relativement fiables, ils ne sont pas validés par les tribunaux des pays qui les utilisent. Dans notre affaire, les enquêteurs se sont logiquement intéressés en priorité à Toby Roycroft, le compagnon de la victime. Et à 2 reprises, le test s'est révélé négatif. Roycroft dissimule-t-il la vérité? Son ADN est comparé avec les 38 taches de sperme retrouvées sur le couvre-lit dans la chambre de la victime. On savait que si on arrivait à identifier à qui il appartenait, on aurait des éléments solides contre le suspect. Lorsque le laboratoire envoie les résultats des tests ADN, tout espoir de résoudre rapidement cette affaire est réduit à néant. Les résultats des tests étaient négatifs. Toby a été mis hors de cause et rayé de la liste des suspects. Le fait qu'on ait pu le considérer comme le tueur est ce qui l'a le plus traumatisé. Pour Toby, réussir à prouver son innocence est un maigre réconfort face au drame qu'il doit surmonter. On a quand même vécu ensemble pendant 12 années. On prenait tous nos congés en même temps, on avait les mêmes objectifs et on partageait les mêmes idées. On était le couple parfait. Un détail hante Toby.
Il a le sentiment que quelque chose tracassait Patricia les jours qui ont précédé sa mort. Le vendredi soir, elle était contrariée. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur en voulant s'installer là-bas. Lorsqu'il se téléphone le samedi soir, Patricia semble toujours aussi contrariée. Elle n'a pas voulu dire ce qui la tracassait ni pourquoi elle doutait de sa décision. Chambre 732. Quelque chose a changé dans la vie de Patricia les jours qui ont précédé sa mort, mais personne ne savait quoi. Est-ce un événement ou une personne qui a été la cause de ce changement? Il y avait des signes, ou du moins des rumeurs qui laissaient penser qu'elle avait peut-être une liaison avec un de ses collaborateurs au travail. Selon les autres employés de l'entreprise de Denver, les deux collègues étaient très proches. Est-il possible qu'ils se soient retrouvés tous les deux à l'hôtel le week-end où Patricia a été tuée? Et si ce rendez-vous avait mal tourné? L'élément le plus important, c'était qu'il n'y avait pas eu effraction. Donc il y avait de grandes chances que l'agresseur de Patricia fasse partie de ses connaissances. Les enquêteurs retrouvent le collègue en question, qu'ils convoquent pour un interrogatoire. Il fournit immédiatement un alibi. Il était chez lui, avec sa femme. Ils le soumettent au détecteur de mensonges, qu'il réussit. De plus, l'homme accepte immédiatement de donner son ADN. Après la comparaison avec l'ADN relevé sur la scène de crime, la conclusion est sans appel, ce n'est pas lui le tueur. Et sa liaison avec Patricia n'est ni plus ni moins qu'une rumeur. C'était un ami commun de Toby et de Patricia. Et il n'y avait rien de plus entre eux qu'une profonde amitié. Et finalement, la police arrive à la conclusion que le changement dans son agenda n'a aucun lien avec son meurtre. Cela fait maintenant plus d'une semaine que Patricia Lang a été tuée et les enquêteurs en sont toujours au même point. C'était très frustrant, parce qu'on avait suivi toutes les pistes en relation avec l'entourage de la victime, et il fallait maintenant élargir le champ des recherches. Le crime avait eu lieu dans un hôtel avec des centaines de clients, ce qui compliquait les choses. C'est le pire cauchemar de tout enquêteur, un meurtre dans un hôtel plein de clients et d'employés, à la sortie d'une bretelle d'autoroute. La police interroge systématiquement tout le personnel ayant accès aux chambres. Elle entend parler d'un ancien employé qui aurait des griefs contre la direction. Donald Piper était le chef de la maintenance. Il occupait un poste stratégique où il supervisait l'ensemble de l'équipe technique et contrôlait le système de chauffage et de climatisation et toutes les installations du bâtiment. Piper avait un sentiment d'injustice depuis qu'il avait été remercié 2 mois plus tôt à cause d'une brève liaison qu'il avait eue avec une femme de chambre de l'hôtel. À un moment, elle a voulu mettre un terme à leur relation. Lui ne l'entendait pas de cette oreille. Et donc, elle a fini par déposer une plainte pour harcèlement sexuel auprès de la direction. Piper est alors forcé de démissionner. Son ressentiment l'aurait-il poussé à se venger de ses supérieurs en tuant un client de l'hôtel? L'inspecteur Honeyfeld retrouve la trace de Piper, qui travaille à présent pour une société de chauffage et climatisation. L'homme affirme qu'il était en famille la nuit du meurtre. Il a passé la soirée chez lui avec sa femme et ses 2 enfants, ainsi que sa belle-mère qui était de passage. C'était un type plutôt jovial, il s'est montré très coopératif. Il m'est apparu comme quelqu'un qui certes avait commis un adultère, mais qui avait payé pour cette erreur. Et il s'était rapidement remis en selle, c'était un homme qui travaillait dur. Les enquêteurs obtiennent rapidement la confirmation de son alibi, mais leur liste de suspects ne cesse de s'allonger. On n'avait personne qui sorte vraiment du lot. On a dû passer en revue tous les clients de l'hôtel, les employés, les personnes de leur entourage et celles de l'entourage de Patricia Lang. Il y avait plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment la facilité d'accès à l'autoroute toute proche, qui avait pu permettre au tueur de quitter la ville en seulement 2 minutes. Le fait est que très souvent, on est confronté à des crimes d'opportunité. Parvenu à ce stade de l'enquête, force est de constater que les policiers sont dans l'impasse. Car le pire des scénarios qu'ils peuvent envisager serait qu'un client de l'hôtel ait commis le meurtre, puis qu'il soit allé se réfugier dans un autre État, et peut-être même à l'autre bout du pays.
Dans ce cas, comment parvenir à retrouver sa trace? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En désespoir de cause, les enquêteurs envoient un questionnaire à toutes les personnes ayant fréquenté l'hôtel durant le week-end où le meurtre a été commis. Plus de 500 clients ont reçu ce questionnaire et une centaine d'employés et d'autres personnes ont dû le recevoir également. L'idée, c'était de faire en sorte de collecter le maximum d'informations possibles. On cherchait à éliminer des suspects de la liste et peut-être en identifier de nouveaux. On voulait faire le tri. Mais certaines des questions ont un sens caché. Les questions étaient formulées de telle façon que les réponses données permettent de déterminer si la personne qui répondait pouvait avoir des tendances violentes. Je crois qu'une des questions était « Quel sort doit, selon vous, être réservé aux coupables ?» Seulement la moitié environ des questionnaires est retournée et leur analyse va prendre du temps. Il fallait qu'on trouve le coupable et qu'on l'empêche de passer de nouveau à l'acte. Parce que dans les crimes sexuels, à chaque nouvelle victime, le degré de violence augmente généralement. En attendant, les enquêteurs misent tout sur une autre piste, un indice découvert dans le tiroir d'une commode de la chambre d'hôtel où Patricia a été tuée. L'un des employés de l'hôtel a trouvé une revue spécialisée dans le bondage, mettant en scène des femmes attachées avec des liens autour du cou et ce genre de choses. La police conclut rapidement que le magazine a probablement été oublié là plusieurs semaines avant le meurtre. Et lorsqu'elle identifie le propriétaire, il s'avère qu'il a un alibi solide. Les enquêteurs étudient ensuite une piste qui leur paraît prometteuse, fournie par un témoin oculaire. Bonsoir, votre pizza. Une employée de l'hôtel a déclaré avoir livré une pizza dans la chambre de Patricia Leng. C'était pendant la soirée, la veille de la découverte de son corps. Elle a ensuite ajouté avoir vu un homme présent dans cette chambre. L'employé le décrit comme un homme blanc aux cheveux blonds qui lui a semblé être relativement intime avec la cliente de l'hôtel. Ce témoin oculaire disait avoir vu dans la chambre un homme qui semblait plutôt proche de la victime. On s'est dit que c'était peut-être notre homme et on s'est concentré sur cette piste. Les enquêteurs commencent par vérifier le récit de cette femme auprès des autres employés. Ce n'est qu'au moment où ils passent en revue le registre du service d'étage qu'ils se rendent compte que le témoin oculaire s'est en fait trompé. Il ne s'agit pas de la chambre de Patricia Leng. Aucune pizza n'a jamais été livrée à la chambre 732. Oh, les enquêteurs recueillent quantité d'informations, mais ils s'aperçoivent rapidement qu'elles sont peu fiables. Ils savent en effet d'expérience que les témoignages oculaires manquent la plupart du temps de crédibilité. Aux États-Unis, une étude a montré que 90% des erreurs judiciaires reconnues comme telles provenaient d'un témoignage oculaire erroné. Ainsi, en 1985, Kirk Blossworth avait-il été condamné à la peine de mort par un tribunal américain pour viol et assassinat. Lors du procès, le procureur n'avait fourni aucune preuve matérielle, se contentant d'appeler à la barre 5 témoins affirmant avoir vu le suspect sur la scène de crime. Grâce à une association de défense des condamnés à tort, Blossworth avait bénéficié de la réouverture de son procès. Des analyses biologiques l'avaient alors innocenté après qu'il eut passé 9 ans de détention dans le couloir de la mort. Dans notre affaire, dans le souci de n'écarter aucune piste, les enquêteurs poursuivent néanmoins leur quête d'information. Parmi les différents témoignages et les rumeurs qui circulent dans l'hôtel, un récit fait froid dans le dos. Celui d'une adolescente suivie par un homme inquiétant dans un couloir. Et il n'a rien dit. Non, rien. La police cherche à obtenir un maximum de détails de la jeune fille. La veille du meurtre de Patricia Leng, Candice Wyland prend l'ascenseur pour remonter dans sa chambre.
Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre et qu'elle sort de la cabine, un homme étrange lui emboîte le pas. Elle s'est dirigée vers la porte de sa chambre et l'individu qui la suivait s'est mis à presser le pas et à se rapprocher d'elle. Mais quand elle s'est retrouvée à proximité de sa chambre, elle a eu le réflexe de crier. Maman, ouvre la porte! Surpris, l'homme fait demi-tour, mais la jeune fille a eu le temps de bien l'observer. C'était un homme blanc, mesurant environ 1,80 m pour 84 kg, avec une moustache. Pourquoi cet homme suivait-il la jeune fille dans les couloirs de cet hôtel familial? Son comportement était effectivement suspect. Un portrait robot est dressé à partir de sa description, mais il ne correspond à aucun employé ou client présent ce week-end-là. C'est un nouvel élément relégué au second plan. Quand on tient ce qu'on croit être une piste solide, et qu'en fin de compte absolument rien n'en ressort, on a l'impression d'avoir perdu son temps. Et c'est vraiment rageant. Les enquêteurs craignent que le tueur ne soit un visiteur de la fête foraine de Des Moines. Le rendez-vous annuel très populaire touchait à sa fin au moment où Patricia Leng a été assassinée. Une personne venue pour l'événement l'a peut-être tuée avant de quitter la ville sans laisser de traces. On avait toujours ce profil ADN, mais malheureusement, on n'avait pas d'autres échantillons auxquels le comparer. À ce moment-là, l'enquête était au point mort. On attendait de trouver un élément qui nous permettrait d'orienter nos recherches dans un sens ou dans l'autre. Pendant 4 ans, l'enquête ne va pas évoluer. Jusqu'au 4 septembre 1997, quand l'équipe de nettoyage d'un autre hôtel de Des Moines commence sa tournée des chambres. La gouvernante Tanya Fast supervise le travail des femmes de chambre. Je m'occupais de la répartition des tâches et ensuite, chaque femme de chambre rejoignait son secteur, chargeait son chariot et commençait sa tournée. L'une des protégées de Tanya s'appelle Zurieta Sakanovic. Âgée de 21 ans, c'est une jeune émigrée bosniaque. Elle est venue avec sa famille s'installer aux États-Unis seulement 10 mois plus tôt pour fuir la guerre civile qui faisait rage dans son pays. Après avoir quitté la Bosnie, elle a vécu pendant 4 ans et demi dans un camp de réfugiés, où les conditions de vie étaient très difficiles. Dans l'Iowa, la jeune fille a fait forte impression après seulement quelques jours de travail dans l'hôtel. C'était une jeune femme très travailleuse et très sérieuse, toujours présente, quoi qu'il arrive. Ce matin-là, Tanya fait sa ronde dans les étages pour s'assurer que tout va bien. Au 3e, elle fait le point avec Zurieta. Tout allait bien. Elle n'avait besoin de rien. Je l'ai laissée seule et j'ai noté le numéro de la chambre où elle était. Tanya poursuit son inspection, mais dans le couloir du 1er étage, elle croise un drôle d'individu, un homme de grande taille qui porte des lunettes de soleil. J'ai trouvé ça bizarre qu'il porte des lunettes de soleil dans ce couloir peu éclairé. Ça m'a paru louche. Quand elle remonte au 3e étage, Tanya est étonnée. Le chariot de Zurieta traîne sans surveillance en plein milieu du couloir. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait un problème. Soit elle était partie précipitamment, soit quelque chose lui était arrivé. Elle n'aurait pas laissé son chariot comme ça. Elle ouvre la porte de la chambre et découvre la jeune femme. Elle avait du sang partout et ma première réaction a été de courir chercher de l'aide. Je n'avais jamais vu autant de sang. Ironie du sort, Zurieta, qui avait survécu à la guerre, a fini par vivre l'horreur dans une chambre d'hôtel. Ils avaient échappé à la violence dans leur pays et avaient trouvé refuge dans l'Iowa. Et ils se croyaient en sécurité. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Jeune fille agréable et sans histoire, Zurieta partageait son temps entre son travail et sa maison où elle vivait avec ses parents. Elle n'avait pas de petite amie. Elle était entièrement dévouée à sa famille. Elle projetait de terminer ses études et de trouver un bon travail dans son pays d'adoption. Elle avait cette ambition de devenir plus qu'une simple femme de ménage. Hélas, elle n'aura jamais l'occasion de mener à bien ses projets. Avec le meurtre de Zurieta, ce sont tous les espoirs de mener une existence paisible et tous les rêves de vie meilleure de cette famille qui ont été anéantis.
Ma fille avait à peu près le même âge qu'elle à l'époque, et ça me rendait malade de savoir que le coupable courait toujours. La scène de crime a comme un air de déjà-vu pour les enquêteurs. Une chambre d'hôtel située de l'autre côté de l'autoroute longeant l'hôtel où Patricia a été tuée. J'avais pu voir les photographies du meurtre de Patricia Leng et il était clair que les deux affaires étaient liées à cause de l'emplacement du corps sur la scène de crime. Pour la police, le tueur a délibérément positionné les deux victimes de la même façon pour que l'on reconnaisse sa signature. Pour connaître le tueur, il faut connaître la scène de crime. Le rapport est le même que pour un peintre et ses œuvres. Cette fois, le tueur a affiné son mode opératoire, signe qu'il a évolué depuis le meurtre précédent. Il avait d'abord étranglé Patricia avec des morceaux de drap déchirés avant d'utiliser un cintre. Pour Zurrieta, le tueur s'est équipé. Ses poignets étaient liés avec de l'adhésif blanc, couramment utilisé dans le secteur du chauffage et de la climatisation. Il l'a torturé et poignardé avec un couteau à lame fixe. La lame a été enfoncée puis retirée de moitié avant d'être plantée de nouveau. Rien n'indique qu'il y ait eu viol. Les enquêteurs ne peuvent qu'imaginer le cauchemar qu'a vécu la victime. Le fait qu'aucune trace de sperme n'ait été retrouvée sur la scène de crime signifiait peut-être simplement que le tueur avait appris de ses erreurs. On notait un perfectionnement dans l'acte proprement dit, mais aussi par rapport à la quantité de traces qu'il avait laissées derrière lui. Le meurtre de Patricia Leng semblait improvisé et le tueur s'est servi d'un cintre trouvé sur place pour étrangler sa victime. Mais le meurtre de Zurrieta semble avoir été longuement préparé. Il s'est transformé en véritable machine à tuer et il s'est équipé de tous les instruments dont il pouvait avoir besoin. Les enquêteurs cherchent à obtenir un maximum de détails de la gouvernante. J'ai vu un type louche. Tanya Fast nous a fourni des informations sur l'individu à partir desquelles on a pu dresser un portrait robot. Dans son signalement, elle a décrit sa tenue, apparemment un vêtement de travail, et sa coupe de cheveux plutôt singulière. Il y a quelques années encore, pour se lancer sur la piste d'un suspect, la police ne disposait, dans la plupart des cas, que de descriptions assez vagues fournies par des témoins oculaires. À partir de ces informations, un portraitiste tentait alors d'établir le portrait robot de l'individu recherché. Jugeant ce procédé peu fiable, un policier de Los Angeles développa dès 1940 un système standardisé en faisant dessiner sur des feuilles de plastique transparent des séries de nez, de bouches, d'yeux et de formes de visage que le témoin pouvait sélectionner pour établir le portrait synthétique du suspect. En combinant ces éléments, il était ainsi possible de créer 62 milliards de portraits différents. Alors aujourd'hui, des logiciels permettent d'obtenir des images en 3 dimensions ou de traiter des images floues issues de caméras de vidéosurveillance. Enfin, dans le cas de la recherche d'un enfant disparu depuis longtemps, le programme FACE fonctionne en associant des photographies du sujet à celles de ses parents, en s'appuyant sur le fait que les individus d'une même famille ont tendance à vieillir en présentant des traits similaires. Dans notre affaire, le portrait robot établi à partir du témoignage de Tanya Fast sera-t-il suffisamment ressemblant au visage du tueur des 2 jeunes femmes pour permettre son arrestation? Mais là où Tanya est absolument catégorique, c'est le temps qui s'est écoulé entre la dernière fois où elle a vu Zurrieta et le moment où elle a découvert son corps. Cet élément préoccupe particulièrement les enquêteurs. Le tueur a non seulement choisi de frapper en pleine matinée, mais il a aussi agi dans un laps de temps très court. La victime n'est restée seule qu'environ 15 à 20 minutes, et donc il n'a fallu au tueur que très peu de temps pour perpétrer son crime. Celui qui au départ n'était qu'un meurtrier s'était transformé en un véritable assassin. D'où mon inquiétude pour les habitants de Des Moines, parce qu'il était clair que les 2 meurtres avaient été commis par une seule et même personne. Les enquêteurs commencent par s'intéresser au personnel de l'hôtel. Ils se concentrent sur les dernières personnes avec lesquelles Zurrieta a été en contact.
un employé du nom de Douglas en fait partie. Il était chargé des travaux de maintenance dans l'hôtel et il était présent ce jour-là puisqu'il a fait des réparations dans la zone de la piscine. Douglas est par ailleurs responsable des travaux de réparation des climatiseurs de l'hôtel. L'adhésif pour entraver les poignées de Zurrieta était un type d'adhésif utilisé dans le secteur du chauffage et de la climatisation. D'où l'intérêt pour nous d'en identifier la provenance pour procéder à des comparaisons. Non seulement Douglas avait accès à du ruban adhésif blanc et à toutes les parties de l'hôtel, mais il passait aussi beaucoup de temps avec Zurrieta. Hey ma belle, ça va? Il avait l'habitude de passer prendre des femmes de chambre à leur domicile le matin et de les reconduire chez elles en voiture le soir. Il venait discuter à l'occasion avec elles et il était toujours très amical. Il avait justement accompagné Zurrieta au travail ce matin-là et ils avaient été vus ensemble dans la journée. L'employé n'a aucun alibi. Au moment du meurtre, il affirme qu'il était en train de travailler dans un autre secteur de l'hôtel, mais personne ne peut le confirmer. Et son manque de coopération ne fait qu'accentuer les soupçons des enquêteurs. Il s'est montré très réticent à parler, très peu coopératif. Et surtout, il était très offensé qu'on puisse le considérer comme un suspect potentiel. Son cas s'aggrave lorsqu'en perquisitionnant son domicile, la police découvre des revues pornographiques à caractère fétichiste. Les femmes sur les photos affichent des poses semblables à celles dans lesquelles les corps de Patricia Leng et Zurrieta Sakanovic ont été retrouvés. L'agent de maintenance est immédiatement conduit au poste de police et soumis au détecteur de mensonges, auquel il échoue. Les résultats du test laissaient planer un doute quant à son implication dans le meurtre. Après 4 ans d'enquête et des centaines d'interrogatoires, il semble que les enquêteurs tiennent enfin le tueur. Ils effectuent un prélèvement d'ADN sur le suspect et l'envoient au laboratoire pour le comparer à l'ADN retrouvé sur le couvre-lit de la chambre de Patricia Leng. Mais à l'annonce des résultats, c'est un nouveau coup dur pour les enquêteurs. Son profil génétique ne correspond pas. Malgré son échec au détecteur de mensonges et son penchant pour les femmes ligotées, Douglas n'a pas tué Patricia Leng. L'enquête est de nouveau au point mort et le véritable tueur court toujours. Et celui-ci frappe de nouveau 4 mois plus tard. Cette fois, sa victime est une immigrée équatorienne âgée seulement de 15 ans, Mariana Redrovan. Elle travaillait depuis 9 mois comme femme de chambre dans un hôtel bon marché situé à moins de 8 km des 2 autres scènes de crime. Elle était très jeune et elle était venue s'installer aux États-Unis en quête d'une vie meilleure pour elle et sa famille. C'était une jeune fille sérieuse qui ne manquait jamais un jour de travail. Mais elle a malheureusement croisé la route d'un homme qui lui voulait du mal. Son corps sans vie est retrouvé le vendredi 16 janvier. Comme Patricia et Zurrieta, elle a été attachée et étranglée. Elle a aussi été poignardée à mort. À peine entré dans la chambre, j'ai su que ce nouveau meurtre était l'œuvre de notre tueur en série. La seule différence est la position du corps qui était justement la signature du tueur de Patricia et Zurrieta. Cette fois, le tueur n'a pas été en mesure de procéder à sa mise en scène habituelle. Le corps n'était pas positionné de la même façon, par terre, bien parallèle au lit, avec la tête en évidence au pied du lit et le visage tourné vers la porte. Comme pour le meurtre de Zurrieta, il n'y a pas de traces d'ADN sur la scène de crime. Le tueur semble avoir gagné en assurance et sa perversion est de plus en plus manifeste. C'était sa façon à lui de narguer les enquêteurs. Il savait qu'on recherchait la même personne, qu'on était sur les traces d'un tueur en série. C'était sa manière de dire « J'ai tué 3 femmes dans des hôtels. Vous ne m'avez pas attrapé, alors je vais continuer. » La seule preuve tangible dont dispose la police, c'est l'ADN prélevé sur le couvre-lit de la chambre de la première victime, Patricia Leng. J'avais la preuve matérielle nécessaire pour élucider l'affaire, le sperme prélevé sur le couvre-lit.
Il ne restait plus qu'à identifier un suspect et à le démasquer en faisant une comparaison de son ADN. À l'époque du meurtre de Patricia Leng, les analyses génétiques sont une technique relativement nouvelle qui coûte cher. Elles prennent du temps et sont effectuées principalement par des laboratoires privés. Si on avait pu, on aurait prélevé l'ADN de tous les employés et de toutes les personnes qu'on a été amené à interroger. Mais à 700 $ le test, ce n'était tout simplement pas envisageable. Mais 5 ans se sont écoulés depuis le premier meurtre et la science a fait d'immenses progrès. Les analyses génétiques sont devenues courantes dans le laboratoire scientifique de la police de l'Iowa. Bien que moins précise qu'un profil génétique complet, une nouvelle méthode, l'amplification en chaîne par polymérase, offre des résultats rapides. Les cycles d'amplification de l'ADN sont recommencés de nombreuses fois pour produire de véritables photocopies de l'ADN d'origine. Les fragments amplifiés sont ensuite séparés selon leur taille grâce à des sortes de tamis. Des ordinateurs connectés à l'appareil traduisent des résultats qui se présentent sous forme de pics correspondant aux différentes zones d'ADN analysées. L'automatisation des laboratoires spécialisés a eu par ailleurs une double incidence. Elle a baissé le coût des analyses, qui est passé de 500 à environ 30 €. Et elle a permis une réduction des délais de traitement jusqu'à les faire entrer dans le temps de la garde à vue. On a tout repris à zéro et on a commencé à tester tout le monde, du délinquant sexuel aux employés de l'hôtel, en passant par les clients et toutes les personnes qui avaient pu transiter par là. Une multitude d'échantillons sont envoyés au laboratoire. L'enquête semble sur le point d'être élucidée. 4 des échantillons analysés présentent une correspondance partielle avec le profil ADN du tueur et l'un d'eux provient d'une personne déjà connue des enquêteurs. Il s'agit de Donald Piper, l'ancien chef de maintenance de l'hôtel où Patricia Leng a été tuée. Quand j'ai appris que Donald Piper était devenu suspect parce que son ADN avait été identifié, ça m'a un peu déstabilisé. En fait, rien dans son attitude ne m'a interpellé quand je l'ai interrogé à l'époque du premier meurtre. Sur la base de ce nouvel élément, la police convoque le père de famille pour un nouvel interrogatoire. À la question « Y a-t-il une raison pour que votre ADN se trouve dans la chambre de Pat Leng ?», il a répondu du tac au tac qu'il n'y en avait pas. Mais plus tard dans la journée, l'agent spécial Quinn reçoit un coup de téléphone inattendu. Il a dit « C'est Don Piper, on peut se parler ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il » C'est là qu'il a commencé à m'expliquer pour quelle raison son ADN pouvait se trouver dans la chambre de Patricia Leng. Il m'a raconté qu'il faisait le tour des chambres pour s'y masturber. Je me suis masturbé dans la chambre, je me suis masturbé dans la salle de bain, je me suis masturbé partout. Je veux être sûr de bien comprendre. À quelle fréquence cela s'est-il produit? J'ai travaillé dans cet hôtel pendant 7 ans, ça vous donne une idée du nombre de fois où c'est arrivé. Il a précisé que son sperme pouvait se trouver partout, sur les couvre-lits, sur les murs, au plafond, sur le sol, bref, partout. Les traces d'ADN ne pouvant pas être datées, il n'y a aucun moyen de réfuter l'explication de Piper. On était confronté à un vrai dilemme. Était-il possible qu'il se soit trouvé dans cette chambre et qu'il ait laissé son ADN sur le couvre-lit avant que le meurtre ait eu lieu? La réponse est oui. Donald Piper a également raconté aux enquêteurs que sa femme et lui avaient dormi dans la chambre 732 la nuit du Nouvel An et qu'ils avaient eu des rapports sexuels sur ce couvre-lit. C'était un argument de plus expliquant pourquoi son sperme avait été retrouvé à cet endroit. C'est un fait rarissime. L'ADN de la scène de crime a beau être celui de Piper, cela ne suffit pas à l'arrêter. Les enquêteurs continuent donc d'assembler les différentes pièces du puzzle, à commencer par l'absence d'effraction dans le meurtre de Patricia Leng. Piper a très bien pu conserver un pass, s'introduire dans sa chambre pendant son absence et attendre son retour. Il se repenche aussi sur la rencontre faite par la jeune fille dans un couloir de l'hôtel. Maman, ouvre la porte! Et ils examinent le portrait robot d'un regard nouveau. Quand on observe le portrait décrit par l'adolescente, avec du recul, et qu'on le compare au visage de Don Piper, c'est comme si elle avait pris une photo de lui et qu'elle s'en était servie pour décrire cet individu à la police. Ils tentent également de relier Piper à 2 autres meurtres qui se sont produits dans des hôtels. Le jour où la jeune Zurrieta s'est fait étrangler et poignarder, sa supérieure Tania Fast avait croisé un homme suspect dans les couloirs.
Lorsque la police lui présente une série de photos de suspects, un visage retient son attention. J'ai montré ces photos aux enquêteurs et je leur ai dit qu'il ressemblait à l'homme que j'avais croisé dans l'hôtel ce jour-là. Oui, c'est lui, Donald Piper. Vous en êtes sûr? Les enquêteurs visionnent les bandes de vidéosurveillance de l'hôtel où travaillait la troisième victime. Ils remarquent une camionnette qui sort du parking quelques minutes seulement après le meurtre. Le logo sur la carrosserie de ce van est le même que sur celui de Piper. Le logo était celui de l'entreprise qu'il employait. Il était positionné exactement au même endroit, les couleurs étaient les mêmes et le van était blanc, comme le sien. Les procédures policières et judiciaires sont définies de telle manière qu'elles garantissent les droits d'un suspect présumé innocent. On peut s'en réjouir au nom de la liberté individuelle, mais on comprend aussi qu'elles puissent exaspérer les enquêteurs lorsqu'ils sont persuadés d'avoir démasqué un criminel. Ainsi, dans notre affaire, si les indices matériels accablent Donald Piper, eh bien, faute de preuves formelles de sa culpabilité, les policiers sont-ils contraints de le laisser en liberté, au risque qu'il récidive et qu'il ajoute à son tableau de chasse une quatrième victime innocente. Vu qu'on n'avait pas de preuves solides pour l'arrêter, on a dû le faire surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette surveillance agace Piper. Il riposte en filmant ceux qui le suivent. Il a commencé à devenir très grossier. Bande de pourris, allez vous faire voir! Une fois, il s'est précipité en courant vers une des voitures de police et il a filmé les agents qu'il suivait. Il commençait vraiment à ressentir la pression que la police faisait peser sur lui. Il faut qu'on parle. L'agent spécial Quinn pousse le vice jusqu'à aller interroger Piper sur son lieu de travail dans l'espoir de le faire craquer. Je lui ai dit, je sais que c'est vous le responsable de la mort de Patricia, de Zurieta et de Mariana. Tout ce que je vous demande, c'est de nous dire pourquoi vous avez tué ces femmes. Quinn obtient l'effet escompté. Piper entre dans une rage folle. Il s'est mis à crier, à vociférer, à m'insulter, puis nous a pointé du doigt, et il a fait mine de vouloir nous frapper. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est la confrontation que j'attendais. Quand il s'est rué vers moi, je lui ai donné l'ordre de reculer. Et c'est ce qu'il a fait. À ce moment-là, on a eu la certitude que c'était lui le tueur. Son coup de sang l'avait trahi. Au laboratoire, Paul Bush travaille sans relâche à analyser le moindre indice, à la recherche d'un élément qui serait passé inaperçu. Il ne trouve rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il s'intéresse à une paire de chaussettes blanches de Patricia Lange. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir du liquide séminal sur ces chaussettes, alors j'ai cherché et j'ai trouvé. L'expert sera-t-il en mesure d'établir le lien avec Donald Piper? À l'aide d'une nouvelle technique d'analyse ADN encore plus sophistiquée que l'ancienne, il parvient à déterminer que la tache sur la chaussette est effectivement du sperme et que celui-ci appartient bien à Donald Piper. Il avait trouvé une excuse pour expliquer la présence de son sperme sur le couvre-lit, mais ça n'expliquait pas la tache sur cette chaussette. Elle n'avait pu apparaître qu'au moment de l'agression sexuelle ou du meurtre. Il y a une chance sur 253 milliards pour que cet ADN n'appartienne pas au suspect. À moins qu'il y ait un vrai jumeau, ça ne pouvait être personne d'autre que lui. Dans le meurtre de Zurieta Sakanovic, en revanche, aucune trace de sperme n'a pu être trouvée. Les experts vont donc analyser la moindre trace de sang sur la scène de crime jusqu'à ce qu'ils en découvrent une, minuscule, qui n'appartient pas à Zurieta. Souvent, dans une agression violente à l'arme blanche, le tueur se coupe la main avec la lame. Le manche est glissant à cause du sang qui a coulé et la main ripe sur la lame. Sans surprise, les analyses ADN révèlent que le sang est celui de Donald Piper. J'ai reçu un appel du laboratoire. C'était effectivement son profil ADN dans la goutte de sang prélevée sur le couvre-lit sur la scène de crime de Zurieta Sakanovic. C'était une excellente nouvelle. En janvier 2000, Donald Piper est arrêté et inculpé du meurtre avec préméditation de Patricia Lange. 3 mois plus tard, il est inculpé du meurtre avec préméditation de Zurieta Sakanovic.
Ça a sûrement été l'un des plus beaux jours de ma vie. On avait un poids énorme en moins sur les épaules de savoir qu'il n'était plus une menace pour la communauté. Le procureur prend la décision difficile de ne pas l'inculper du meurtre de Mariana Redrovan. Les enquêteurs ont beau être persuadés qu'il l'a tuée elle aussi, Piper n'a laissé derrière lui ni sang ni sperme. C'est de loin l'affaire la plus complexe sur laquelle j'ai été amené à travailler en 30 ans de carrière. Les techniques d'analyse ADN ont beaucoup progressé entre le début de cette affaire et le moment où elle a été élucidée en 99. J'ai travaillé sur des centaines de meurtres. Et de tous les tueurs que j'ai rencontrés, celui-ci était vraiment dénué de toute conscience. Il poignardait et tailladait ses victimes simplement pour voir la peur dans leurs yeux. Il les torturait, il les manipulait, les dominait, il les contrôlait, autant d'actes caractéristiques d'un tueur en série. Donald Arthur Piper. Si Donald Piper a échappé si longtemps à la police, c'est sans doute grâce à cette image qu'il s'était construite. Donald Piper était un individu parfaitement bien intégré dans la société. Il était marié, il avait une maison et un travail. Il était très respecté. Si vous aviez croisé Donald Piper dans la rue, vous l'auriez pris pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais une fois assis dans le box des accusés, il dégageait une espèce de froideur glaciale. Sa distance, sa façon de fixer les gens, sa façon de fixer les femmes, il faisait vraiment froid dans le dos. Donald Piper est déclaré coupable d'homicide volontaire sur les personnes de Patricia Lange et de Zurieta Sakanovic. Ça m'a fait un bien fou. J'ai pas les mots. Mais ça a été un sentiment incroyable. Donald Piper n'a été accusé que des 2 premiers meurtres. Pour celui de Mariana Redrovan, le mode opératoire étant différent, les preuves matérielles fragiles et les frais de justice étant estimés trop coûteux pour prolonger l'enquête, le juge a préféré statuer en condamnant Piper à une double peine de prison à vie sans possibilité de demande de liberté conditionnelle. Sachez encore que Piper a également été suspecté d'avoir commis un 4e meurtre, celui de Julie Bell Davis en 1997 à Des Moines, sans que cela ait pu être formellement prouvé. Psychiatres et psychologues estiment aujourd'hui que certains violeurs et tueurs en série cumulent 2 syndromes, la psychopathie et l'algolanie. Alors la psychopathie se définit brièvement par l'écroulement des capacités affectives et par l'impulsivité agressive qui en résulte. L'algolanie